Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et hier, on a fermé les portes du salon Digital Workplace. Et oui, voilà, c'est là où on parle d'expérience employée. C'est vrai que c'est le salon, c'est un peu le marronnier de la communication interne et de tout ce qui fait effectivement qu'on travaille mieux ensemble. Mais c'est hyper intéressant d'y aller, d'y être, de voir et d'analyser parce qu'on voit quoi? On voit justement les tendances en fait concrètes de ce qui s'y passe dans ces fameuses allées de salon. Et je vais vous donner un petit peu voilà, les cinq vraiment insights que je ressors en fait après ces 2 jours-là que je veux partager avec vous. Et je serais hyper intéressé d'avoir vos avis aussi, comment vous pensez qu'évolue ce marché. Alors, déjà, première chose, il y a deux camps très clairs qui se structurent, hein. Longtemps, c'était un petit peu moins clair, maintenant c'est extrêmement clair. On a d'un côté les surcouches Microsoft 365, hein, voilà, donc qui font des systèmes, et de l'autre on va dire les éditeurs souverains qui sont plutôt en dehors du monde Microsoft, même si évidemment ils peuvent travailler avec le monde Microsoft, comme on le sait, comme il est un peu partout, sinon on travaillerait nulle part. Alors, côté surcouche, on a qui? On a le dominant qui s'est hissé sur le podium, qui est nos amis de l'UMAPS. Ensuite, on a Powell Software, d'ailleurs, c'était juste en face. Et à côté, on a Gint, donc ex-Mosaic 365. Alors moi, clairement, mention spéciale pour Gint, hein, produit qui évolue très très bien. Voilà, une équipe avec un très bon mindset. Voilà. Mais clairement, sur cette logique, évidemment, je ne veux pas m'apesantir dessus, de dire, bah voilà, Microsoft est partout, Microsoft sera partout, et donc on est sur Microsoft. De l'autre côté, sur la partie plutôt de Digital Workplace souveraine, donc on a Jalios, hein, avec son village, hein, qui est un peu justement celui qui est le plus gros un peu de nous tous. Parce que justement, vous savez, spoiler, nous, Jamespot, on en fait partie, donc nous, on est le deuxième. Jamespot, voilà, il y a également Exoplatform qui était là, Wimi, voilà, je cite, voilà. Il y a aussi également, il ne faut pas que je les oublie, Interstice avec leur marque Hexagone. Et enfin, et ça c'est intéressant, un move d'Orange Business qui propose sa solution Live Collaboration. Voilà. Donc on a là ceux qui aujourd'hui ont la prétention d'avoir une offre complète pour remplacer le fameux O365. Hein, je n'ai pas dit Microsoft 365, c'est bien la partie Office, et d'avoir une Digital Workplace souveraine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui apparaît également de nouveau hein, entre ces deux camps, c'est que ne se présente pas comme seulement une alternative, hein, mais également comme une vague de fonds pour répondre à ce besoin de souveraineté. C'est pas la même logique. Bon. Donc ça, premier signal fort, voilà, il y a vraiment deux issues, et d'ailleurs les DSI ou les gens de la com interne, bah, soit ils se disent non, Microsoft, ce sera toujours bien, ou non, je commence à voir autre chose, et donc voilà la vague de fonds souveraine qui arrive. Donc, ça m'amène tout de suite à ce que, justement, la souveraineté, c'est plus du PowerPoint. Alors, au sens où il y a un shift pour moi, parce qu'on voit arriver, en particulier à travers même des gens du conseil, des études concrètes de grands comptes, parce que les grands comptes sont un peu structurants là-dessus. On voit bien qu'il y a plein de petites PME qui ont envie de passer à la souveraineté, mais la question, ou le secteur public, mais qui a aussi des problématiques plus régaliennes. Mais le secteur privé, pour moi, est très intéressant parce que c'est vraiment le thermomètre ultime, j'ai envie de dire, et en particulier les grands comptes. Et là, il y a donc des études où on passe de c'était pas un sujet, de quoi vous me parlez. Ah, je rappelle que Office 365 a été déployé avec le moment du cloud. Microsoft a fait une magnifique d'ailleurs percée grâce à ça, il y a maintenant une dizaine d'années. Donc là maintenant, il y a 5 ans, on a commencé à dire non, mais c'est pas un sujet, pourquoi est-ce qu'on bougerait? Et là maintenant, c'est oui, il faudrait peut-être bouger, mais alors on arrive à des questions évidemment très pragmatiques. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on peut avoir un backup, le fameux multi-sourcing? Mais la conduite du changement et la migration, en fait, on est dans le comment. Voilà. Et ça, c'est un vrai changement. Alors, mention spéciale sur cette souveraineté, il y a eu une table ronde qui était donc co-organisée par Exatrust, qui a réalisé avec un taf très 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 positif d'Exatrust sous la houlette de Vincent, Vincent Boutor, le PDG de Jalios, hein, vraiment qui a fait un gros boulot là-dessus, d'un livre blanc sur les 7 fausses idées justement autour de la souveraineté numérique dans les plateformes collaboratives. Et donc là, c'était intéressant parce que c'était pas juste les éditeurs qui venaient dire regardez comme on est beau, mais c'est carrément des clients qui sont venus dire mais oui, la souveraineté, non, c'est pas plus cher, oui, c'est plus résilient, oui, c'est plus interopérable. Enfin, voilà, c'est casser les idées fausses qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, hyper intéressant.
Et si on résume, bah oui, la souveraineté, c'est pas juste une posture, mais ça reste un chantier. Il y a du boulot, et oui, voilà, et oui, oui, il faut travailler. Donc ça, c'est vrai. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un peu de ça qui se joue. Il y en a certains qui disent, oh là là, mais pourquoi venir m'embêter avec ça, alors que j'ai autre chose à faire? Bah oui, effectivement, voilà, désolé, mais l'action de la souveraineté devient un chantier, il faut s'y mettre. 3, l'IA est partout. Voilà. D'ailleurs, si elle n'était pas là, je pense qu'il n'y aurait pas de salon. Mais beaucoup plus réaliste. Il y avait des tables rondes, voilà. Et quand on voit ce qui s'est dit, bah, on n'était pas encore dans le bullshit. Moi, j'entendais un peu il y a l'année dernière, où là, c'était un peu... voilà, on en parlait, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de projets. Là, on parle de projets, on parle de déploiement réel, on parle de coûts, on parle d'ailleurs de limitation de budget. Les gens disent, ah non, mais on ne veut pas dépenser ça. On parle d'arbitrage de tokens, parce que justement, on ne veut pas les dépenser trop. Enfin, il y a un côté d'ailleurs des fois épicier que je trouve derrière l'IA qui est assez marrant, c'est qu'en même temps c'est incroyable d'un point de vue intelligence, puis d'un autre côté on est là à compter les tokens comme ça, comme des épiciers, mais parce qu'effectivement ça coûte cher, voilà, faut le dire, l'IA coûte cher à produire. Les usages dominants, beaucoup de chatbots internes, externes, du RAG, hein, tout ce qui est évidemment recherche documentaire, toute l'IA qui est embarquée dans les SaaS, hein, pour accélérer donc les fameux, vous êtes en train d'écrire, hop, ça va traduire, vous voyez, toutes ces capacités évidemment d'IA, mais très proches en fait de l'outil traditionnel SaaS. Et par contre, on n'a pas encore la vague agentique, voilà, et les fameuses orchestrations d'agents, bon ça reste encore dans les labos. Et tous les éditeurs, par contre, sont évidemment pris par la vague IA interne. Comment je fais plus vite pour faire du produit avec l'IA? Et là, j'ai envie de dire, tous les confrères, dans la Digital Workplace, mais comme ailleurs. Hein, moi, par exemple, là, j'étais la semaine dernière, comme vous le savez, au Club Bootstrap, là, à Annecy. Là, vous savez, j'étais face au lac. Bon, je vous avais dit d'ailleurs que c'était un des sujets. Et là, pareil, Salon Digital Workplace. En fait, c'est tous les éditeurs logiciels qui sont touchés par ce truc-là. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, je suis même intervenu mardi matin à l'EBG, l'Electronic Business Group, sur le sujet de SaaSpocalypse. Évidemment, l'apocalypse du SaaS, comment l'IA détruit les modèles d'éditeurs logiciels. Bon, je ferme la parenthèse, mais évidemment, c'était là. Il y a des gros moves des gros mouvements, on va dire, dont tout le monde parle. Je vais en citer deux. Le premier, c'est la Canute. Vous savez, cet appel d'offres pour justement la Canute, qui est une centrale d'achat, pour s'équiper d'une solution souveraine pour remplacer Microsoft dans ses déploiements. Et là, on a des candidats en cours justement de compétition. Hein, et le salon était... il y avait cette question-là qui flottait un peu parce que les compétiteurs sont presque tous, ceux que je vous ai cités, dans cet appel d'offres, y compris Genspot, hein, voilà, je vous le dis. Et la DINUM, avec le fait qu'il y a eu, à un moment donné, ce fameux arbitrage dans lequel ils ont dit, OK, on va faire visio, mais on ne fera pas le reste, qui est ouvert au marché. Et d'ailleurs, il y a même eu des annonces du ministre pour parler de nouvelle alliance. Voilà, on voit arriver des choses là sur la séquence 2026. Donc il y a vraiment des gros événements structurants de ce marché qui font effectivement que les choses sont en train de bouger. Et ça redistribue les cartes pour tout le monde. Hein. Le marché bouge vraiment parce que par rapport à ça, il y a des positionnements, que ce soit celui de l'État ou des collectivités territoriales dans le cas de la Canute, mais pas que, hein, mais principalement. Ça bouge les choses. Un point aussi que je veux vraiment, qui est le 5e point, c'est que très honnêtement, le niveau monte. Moi, j'avais même un des acteurs plutôt externes, c'est un client important, pas d'ailleurs de Genspot, hein, mais que je connais très bien, qui me parlait, parce que on discutait justement, c'est l'objectif de discuter avec comme ça dans les allées, et me confirmait le fait de dire waouh, là il n'y a plus du tout de logiciels, ils ne sont pas au niveau, tout le monde est au niveau, et c'est assez impressionnant. Et quelque part, la compétition qu'on est en train de vivre en ce moment sur cette vague qui est en train de monter, amène à ce que tout le monde est en train de muscler son jeu, côté produit, mais aussi côté déploiement. Et donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'effectivement, la question, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, mais comment on déploie à grande échelle, etc. Donc on est vraiment dans une industrialisation qui d'ailleurs se retrouve, si on regarde, avec le comité stratégique de filière qui s'est construit. On ne fait pas une filière avec des artisans, on fait une filière avec des industriels. Donc la Digital Workplace, comme le reste, les outils collaboratifs, commencent effectivement à être vraiment dans ce monde industriel de manière permanente. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça, c'est plutôt aussi... donc c'est moins sexy que l'IA, parce qu'on parle plutôt de questions de déploiement, on va parler de coûts, voilà. Mais n'empêche que c'est ça aussi une vraie filière, à un moment donné. Voilà. Des fois, c'est peut-être moins sexy, mais plus sérieux. Hein, voilà. Alors moi, je vois 3 tensions, et je finirai là-dessus pour les mois à venir. Le premier, ça va être la question justement dépendance versus souveraineté. Quels arbitrages vous allez faire?
c'est pas simple. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui est difficile? Voilà. Par où commencer? Ça, c'est une première tension. Le deuxième, c'est innovation, maîtrise de coût. Ah là là, je veux faire de l'IA, ouais, mais ça me coûte en plus. Bah oui, il faut payer les tokens. Ah voilà, mais alors comment je fais? Je rajoute de l'innovation dans mes process ou pas? Oh là là, il faut que je change ma digital workplace parce que j'ai envie d'innover. Qu'est-ce que je fais? Or, on sait bien que budgétairement, c'est compliqué. Et troisième truc, c'est les promesses de l'IA versus le terrain. Est-ce que j'écoute les trucs sur LinkedIn qui me proposent des trucs magnifiques ou est-ce que je regarde mes équipes ce qu'elles font vraiment? Est-ce que je regarde ce qui est possible avec mon éditeur de logiciel? Donc voilà, c'est les trois tenseurs que je vois arriver sur les 6 mois qui viennent, qui vont structurer la fin de l'année 2026. Mais tout ça, c'est du grain à moudre hyper intéressant. Donc moi, je suis ressorti de là justement plutôt avec une conviction que, comme je vous le disais tout à l'heure, que les fameuses solutions souveraines dopées à l'IA, aujourd'hui, c'est effectivement une vague de fonds qu'attend le marché. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Donc, encore une fois, 2 jours très denses. Moi, je suis revenu, j'étais claqué comme d'habitude, parce que je n'ai pas arrêté de voir du monde, mais ça m'a beaucoup nourri, justement, et j'espère avoir aussi échangé et nourri d'autres par rapport à ça, et de voir voilà, tout ce secteur. Vous savez, comme quoi j'ai beaucoup d'affection, hein, j'en suis même le représentant au comité stratégique de filière des outils collaboratifs, et de bonnes factures, et nous augure des magnifiques projets de transformation et en particulier de souveraineté. Voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous voyez de ce Digital Workplace? Voilà, mettez dans les commentaires, je suis hyper intéressé pour avoir vos retours. Sur ce, à la semaine prochaine.